du Crevon et son officier. 4e partie. Relations secrètes à haut risque. 3 jours de répit. Emma, 11 mars 1944. Par sécurité, Friedrich a voulu que je dorme dans l'appartement qu'il occupe avec Hans. Le cœur gros, j'ai rempli ma valise du plus de vêtements possible, de ma trousse de toilette et d'autres effets personnels, ainsi que mes 2 livres préférés. Ce qui me faisait le plus de chagrin était de partir sans pouvoir expliquer quoi que ce soit à mes parents. Friedrich m'a promis de le faire lorsque les choses se seront calmées. Ce samedi matin, je pars à mon heure habituelle, comme si j'allais au travail. Il ne faut pas que la concierge me voie partir avec Friedrich, afin d'éviter que la Gestapo fasse le lien avec lui si elle débarque pour m'arrêter. Il est d'ailleurs lui-même parti un bon quart d'heure avant moi, ayant pris soin de descendre sa valise en pleine nuit pour la déposer dans le coffre de la Mercedes, et ne descendant ce matin qu'avec la mienne. Il m'attend à l'embranchement de la rue Orbe, avec l'avenue de la Porte-aux-Champs. Sous mon uniforme, masqué par ma cape, je porte des vêtements civils. À peine installé dans la voiture, je me débarrasse de mes vêtements de travail. Nous sommes censés faire une virée en amoureux. Ce n'est pas vraiment un mensonge, puisque Friedrich veut d'abord m'emmener à Paris. Nous ne respirons mieux que lorsque nous sommes sortis de Rouen, et encore plus du département de la Seine-Inférieure. J'étais moi-même tellement angoissée que je suis restée silencieuse jusqu'à ce que nous atteignions les Tillons-Vexin, observant les paysages défiler. Ils doivent avoir un effet hypnotisant sur moi, car je m'endors entamant un autre voyage au pays des rêves. Je ne rouvre les yeux qu'une bonne heure plus tard, toujours dans la voiture de Friedrich, qui est concentrée sur sa conduite. « Bien dormi, la belle au bois dormant ?» J'ai vu mieux, j'ai mal au dos. En revanche, j'ai fait un beau rêve. Tu as rêvé de moi ? Prétentieux. Un beau rêve doit être obligatoirement avec toi ? Il me jette un œil en coin. Évidemment, grand bêta, que tu étais dans mon rêve. C'était notre première rencontre. Depuis ce jour-là, il avait hanté mes pensées, même si au départ je refusais l'évidence. Aimer un Allemand, moi. Puis très vite, mon cœur avait gagné sur la raison. Notre amour est devenu le centre de notre monde. Nous sommes complices tant au plan physique qu'intellectuel. Nos goûts sont en accord et complémentaires. J'aime lire autant que lui, et nous échangeons sur nos lectures favorites. Il aime la musique, et depuis que nous sommes ensemble, il m'initie et m'a ouvert de nouveaux horizons, différents de la musique classique. Outre cette dernière, notamment les opéras, les symphonies ou les sonates, il apprécie le jazz et le swing, pourtant réprouvés par les nazis. Son enthousiasme et son érudition me fascinent, et je serais tellement fière de me montrer à son bras s'il n'était pas dans cet uniforme, même s'il est très saillant sur lui. Bientôt, je vois un panneau indiquant que nous entrons dans Pontoise. Nous ne sommes plus très loin de Paris. Nous parlons peu. Friedrich m'a dit tout ce qu'il sait sur ces fameux Lebensborn, c'est-à-dire bien peu. Il s'agit d'un organisme caritatif permettant à des femmes d'accoucher dans d'excellentes conditions médicales. Les établissements de cet organisme étaient au départ destinés aux compagnes, légitimes ou non, de SS ou d'agents des services de sécurité allemands, comme les membres de la Gestapo ou d'hommes correspondant aux critères raciaux ariens. Ces femmes accouchent dans les Lebensborn et regagnent leur foyer, mais elles ont aussi la possibilité d'abandonner l'enfant à l'institution. Ces établissements accueillent aussi des filles mères enceintes d'un enfant non désiré. L'enfant, lorsqu'il est abandonné, est adopté par une famille allemande, membre du Parti national-socialiste. Il y aurait une dizaine de ces établissements en Allemagne et en Norvège, un en Autriche, au Luxembourg, en Belgique et en France. Ce dernier a ouvert récemment. Il est un peu plus de 11 heures lorsque la voiture s'arrête devant un hôtel de la rue Saint-Jacques à Paris, proche du jardin du Luxembourg. « Fin du voyage », me lance Friedrich en m'aidant à descendre. Puis il récupère nos valises et me précède dans le hall de l'hôtel. Je le suis, un peu intimidé par le grand escalier de marbre, les moulures immaculées et les dorures quelque peu tape à l'œil de l'entrée. Le réceptionniste nous reçoit avec un sourire forcé. « Bonjour, j'ai réservé une chambre au nom de von Richter. »
L'homme vérifie son registre un instant. En effet, c'est la chambre 12 au premier étage. Voici la clé. Bon séjour dans notre établissement, monsieur et madame von Richter. Le sourire obséquieux qu'il affiche en insistant sur le madame me met mal à l'aise. Il masque à peine son mépris. Sans attendre, Friedrich m'entraîne dans l'escalier. Ne fais pas attention à cet homme, me dit-il. Il n'en vaut pas la peine. Je reste silencieuse devant sa tentative de me rassurer. Il ouvre la porte et me demande d'attendre avant d'entrer, d'un ton soudain enjoué. Il pénètre dans la chambre et y dépose nos valises avant de revenir vers moi. Sans me prévenir, il me prend dans ses bras pour passer la porte. Bienvenue dans notre petit nid d'amour pour 3 jours, Frau von Richter. Il me repose sur mes pieds au milieu de la chambre, puis il enfouit son visage dans mes cheveux et m'embrasse fébrilement dans le cou. J'incline la tête sur le côté pour mieux profiter de la chaleur de ses baisers. Sous son souffle chaud, mon cœur s'accélère et je sens que le sien bat tout aussi rapidement. Le désir incontrôlable nous saisit. Nos 2 corps avides se pressent avec passion. Nous nous déshabillons à la hâte, notre peau frémissant sous nos caresses mutuelles, de plus en plus impérieuses. Nous roulons sur le lit où nos corps se répondent et s'abandonnent au plaisir. Friedrich se soulève sur un coude pour me regarder intensément, effleurant mon visage de ses doigts. Ses gestes sont tendres, mais son regard est songeur. « À quoi penses-tu » lui demandai-je. « Au bonheur d'être avec toi, mein Liebling. »« Menteur, tu me caches quelque chose. »« Ma parole, tu lis dans mes pensées. Mais ce n'est rien. Je ne veux pas gâcher ces 3 jours. »« Tu en as déjà trop dit, chérie. J'ai peur à l'idée que nous allons être séparés. Vivre sans toi auprès de moi va être un supplice. J'ai peur que tu m'oublies. » J'éclate de rire. « Que je t'oublie ? Il n'y a pas de danger avec la petite graine que tu as laissée en moi, dis-je en caressant mon ventre légèrement renflé. Tu es l'homme que j'aime, Friedrich. N'en doute jamais. Mon cœur t'appartient. Je t'ai même donné ma virginité, et je ne regrette rien. Tu dois avoir confiance en moi, comme j'ai confiance en toi. Si j'ai aussi peur, c'est parce que tu es la femme que j'aime, avoue-t-il, avec un sourire triste en me prenant la main. Ce que j'ai pu vivre avant toi n'a aucune importance. Tu es la seule que j'ai jamais aimée. Tu ne dois pas en douter non plus. Je lui souris et dégage ma main. Je suis tout contre lui et j'attire son visage vers le mien. Mon rythme cardiaque accélère insensiblement. Mon épaule effleure son bras et je le sens frissonner de désir à ce contact. Ses lèvres glissent sur ma peau et je m'abandonne à leur douceur. Il me laisse pantelante, son visage enfoui dans mes cheveux. Il me mordit gentiment l'oreille et me murmure « Si nous allions nous restaurer ?» J'ai cru entendre ton ventre crier famine. « Allez, habille-toi vite. Nous allons y aller à pied, tranquillement. » Après un repas rapide dans une petite brasserie à 10 minutes à pied, nous rentrons à l'hôtel afin que je me prépare. Friedrich m'a annoncé qu'il voulait m'emmener à l'opéra comique, puis dîner. À cette annonce, je reste perplexe devant le contenu de ma valise. Mes hésitations font rire mon amant. Tu es tout aussi belle toute nue, et même bien plus. Mais je suis bien trop jaloux pour t'emmener à l'opéra comique et au restaurant ainsi, et supporter les regards lubriques des hommes sur toi. Finalement, je me décide pour une classique robe en velours noir à manches longues, qui ne choquera pas avec mon manteau vert à revers et col de velours noir, et mes escarpins bottines noirs eux aussi. Avec mon bibi à voilette, au lieu de mon béret habituel, ça devrait faire l'affaire. Je profite du confort et des équipements de l'hôtel pour prendre un bain. Friedrich décide de me rejoindre dans la baignoire. Le dos contre son torse, je me laisse aller à une douce béatitude, la tête sur son épaule. L'eau enveloppe nos 2 corps et nous restons un long moment enlacés. Mon homme me berce doucement, ses doigts caressant la peau de mon ventre. Je suis tellement détendue qu'à un moment, je sens un léger coup à l'intérieur de mon utérus. Friedrich l'aperçut aussi contre sa main, un coup léger comme une caresse. Nous devons nous résoudre à quitter notre cocon liquide, car la représentation commence à 15h15. Friedrich est rapidement prêt. J'émets un cri de surprise en le voyant,
car il a revêtu un costume de ville qui lui sied à merveille. Tu es magnifique en civil, mon amour, mais tu ne risques pas d'avoir des ennuis, m'inquiétai-je, sachant pertinemment qu'il ne doit pas quitter son uniforme sauf pour celui de rechange. Personne ne me connaît ici, à part Reinhardt. J'espère donc ne pas le croiser. Advienne que pourra. J'enfile les vêtements que j'ai préparés. Il me contemple adossé au mur quand je coiffe mes cheveux et les relève en chignon. Il ne peut résister à l'envie de déposer un baiser sur ma nuque, si bien que des frissons me parcourent délicieusement l'échine. Je trouve qu'il manque quelque chose, me susurre-t-il à l'oreille en me tendant un petit paquet. Un cri d'admiration m'échappe lorsque je découvre le médaillon en or en forme de cœur sur lequel sont appliquées des feuilles d'or et 4 petits saphirs. Tu es vraiment fou, c'est bien trop beau pour moi. Il passe derrière moi et me l'attache autour du cou. Le seul contact de ses mains me fait frissonner. Je me retourne vers lui pour l'enlacer. Rien n'est trop beau pour ma future femme et la mère de mon enfant, décrète-t-il en m'embrassant passionnément. Je me détache de lui pour planter mon regard dans le sien. Je voulais attendre le dernier moment pour t'offrir ton cadeau d'anniversaire, car le 18 mars, nous ne pourrons pas être ensemble. Mais après ton magnifique cadeau, je ne veux plus attendre. Je vais donc fouiller dans ma valise et lui remets mon paquet, qu'il déballe avec émotion. Lorsqu'il découvre le contenu, il m'adresse un tel sourire que je ne me pose plus de questions sur la pertinence de mon choix. Je ne peux m'empêcher de lui en expliquer les raisons. C'est une édition ancienne reliée en cuir, comme à l'époque. Tu seras obligé de penser à la Normandie, et à moi du même coup en le lisant. Dans cette intégrale des nouvelles de Maupassant, tu retrouveras aussi quelquefois des mots du patois dont Thérèse t'a fait la démonstration. Tu ne peux me faire plus plaisir. J'ai glissé une petite dédicace de ma main, ajoutai-je espiègle. Il ouvre le livre pour en prendre connaissance et m'enlace pour un nouveau baiser tout aussi ardent que le précédent. Friedrich, 11 mars 1944. Nous attrapons un bus pour aller à l'Opéra Comique, un des plus anciens de France. C'est fou comme le regard des gens est différent lorsque je ne suis pas en uniforme. Je me sentirais presque parisien. Et au moins, Emma ne subit pas la réprobation de ses compatriotes. C'est surtout pour elle que j'ai pris le risque de ne pas porter mon uniforme. Je sais qu'elle serait bouleversée par les regards lourds de mépris et les insultes proférées généralement dans le dos des femmes qui osent s'afficher avec des soldats allemands. Pendant le trajet, je l'informe que l'opéra au programme du jour est uniquement en matinée et la Bohème de Puccini. Lorsque nous entrons dans ce théâtre du XVIIIe siècle, Emma est impressionnée par l'escalier de marbre qui mène au foyer où les spectateurs se regroupent avant le spectacle ou au moment de l'entracte. Elle, qui craignait n'avoir rien d'assez habillé pour la circonstance, ne t'étonne pas du tout près des Parisiennes. Elle est certes intimidée, mais à mon bras je ne vois qu'une jeune femme d'une élégance discrète et bien plus jolie que toutes celles qui se trouvent dans ce lieu. Je m'amuse de son émerveillement devant les lustres dorés et les peintures représentant des scènes des principaux opéras ou des figures allégoriques de la musique. Elle découvre éblouie la salle en forme de fer à cheval, typique des théâtres à l'italienne, ses dorures et ses loges ouvertes, peu cloisonnées, qui, elles, sont typiques des salles à la française, ses sièges de velours rouge à l'odeur un peu poussiéreuse. Je la sens impatiente devant le bourdonnement des spectateurs tardant à s'installer au parterre. Puis les lumières s'éteignent enfin, et depuis notre loge, elle se laisse happer par l'histoire amoureuse des deux couples de la Bohème, l'une tragique, l'autre fantaisiste. Elle cherche ma main et nos doigts s'entrelacent pour ne plus se lâcher dans le 3e tableau, lorsque Rodolfo annonce à Marcello sa volonté de quitter Mimi, non à cause de sa conduite légère, mais parce qu'elle est atteinte de la tuberculose et qu'il n'a pas les moyens de la soigner, sans savoir que Mimi surprend cette conversation. Il est encore tôt pour aller dîner en sortant du théâtre. Aussi, nous flânons, bras dessus, bras dessous, comme n'importe quel couple amoureux, ce que nous ne nous permettions pas à Rouen. Bien évidemment, l'absence d'uniforme facilite ce genre de choses. Depuis le théâtre, nous parcourons des rues bordées d'immeubles haussmanniens, jusqu'à la place Mireille avec sa fontaine et son impressionnante statue de Molière, tout près du Palais Royal,
puis la place du Carrousel avec son arc de triomphe, et bien entendu le Louvre. Sur les quais, nous voguons main dans la main entre les boîtes vertes des bouquinistes, avant d'aller visiter Notre-Dame. Nous sommes revenus par le quartier latin, où Emma a insisté pour rentrer dans les shops d'un libraire, que, tout comme elle, je serais sans doute incapable de retrouver. La soirée passe dans un rêve, à la lumière des bougies dont la lueur danse dans les yeux de ma fiancée. Nos mains se cherchent constamment. Nous mangeons peu, mais nous parlons et rions beaucoup. Le rire d'Emma fait pétiller ses yeux, et je ne peux détacher mon regard d'elle. Lorsque nous quittons le restaurant, nous longeons la Seine dans laquelle se reflète la lumière des réverbères. Ma belle Française ouvre de grands yeux devant cette féerie nocturne dont elle ne pouvait profiter à Rouen, malgré la présence du fleuve. Nous rentrons à l'hôtel où nous faisons de nouveau l'amour, émerveillés d'être ensemble nus, dans ce grand lit, ne serait-ce que pour peu de temps encore. Emma s'endort ensuite rapidement. Je la regarde dormir un long moment avant de me lever tout contre son dos et de sombrer à mon tour dans le sommeil. Friedrich, 12 mars 1944. Le lendemain matin, je me réveille avant elle, pour lui faire la surprise d'un petit déjeuner au lit. La journée s'annonce froide mais ensoleillée. « Alors, qu'as-tu prévu pour aujourd'hui » demande-t-elle, après avoir englouti 2 croissants et son café. « Ce matin, nous prenons notre temps. Juste une promenade dans les jardins du Luxembourg avant d'aller déjeuner. Je voudrais te faire découvrir un plat de chez moi, la choucroute. Même si la spécialité de la Forêt-Noire est plutôt le jambon et un gâteau au chocolat imbibé de kirsch avec des cerises et de la crème fouettée. Mais ma mère étant alsacienne, la choucroute et le Backerhof sont des plats que j'ai souvent mangés. « Ça me va, s'exclame-t-elle. Je ne demande qu'à découvrir, d'autant que je dois devenir ta femme. Et après ? Nous ferons ce que tu voudras, Schatz. En revanche, nous avons un impératif pour le dîner. »« Ah » fait-elle en haussant des sourcils interrogateurs. « Je sais que ça ne va pas te plaire, mais Reinhard sait que je suis à Paris avec toi, et il nous invite à dîner. » Elle marque un temps de silence. Elle déteste par-dessus tout les SS, qui sont pour elle des monstres, comme pour beaucoup de Français, comme pour les habitants de tous les pays que nous occupons, et même pour beaucoup d'Allemands. J'imagine que je n'ai pas vraiment le choix, car c'est lui qui nous a obtenu un rendez-vous pour accéder à cette maternité à la Morlaix. Et puis, s'il est ton ami, peut-être qu'il y a du bon en lui, ajoute-t-elle en se levant contre moi. Tendrement, je la prends dans mes bras pour la remercier de sa compréhension. Elle me répond en m'enlaçant lascivement. « Tu sais que je ne peux pas te résister si tu fais ça, » hésitai-je, troublée. Elle se colle encore plus à moi, avec un sourire taquin, et je tente de résister à la vague de désir qui monte en moi, inéluctable. Sans succès. Ce n'est que vers 10 heures que nous nous dirigeons vers le jardin du Luxembourg, heureusement à 5 minutes de l'hôtel. Le palais du Luxembourg étant depuis 1940 le siège de l'état-major de la 3e flotte aérienne allemande, j'ai hésité à réitérer l'expérience de la veille, et j'ai été tentée de réendosser mon uniforme. Toutefois, j'ai peu de chances de rencontrer des personnes qui me connaissent. Le seul est Reinhard, et il est à l'hôpital de la Pitié pour la journée. Emma est donc ravie de me voir remettre des vêtements civils. C'est uniquement pour la journée, lui rappelai-je. Ce soir, je serais obligée de remettre mon uniforme pour aller dîner avec Reinhard. « Je sais que tu prends un risque, mon chéri, » me souffle-t-elle en m'embrassant au coin de la lèvre. « Merci de cette preuve d'amour. » Quant à elle, elle est ravissante avec une robe en lainage écossais marine et vert que je connais déjà, sur laquelle elle a enfilé un cardigan vert sapin. Avec son habituel manteau vert et son béret noir, elle est parée contre le froid. 2 blockhaus et des barbelés enlaidissent malheureusement le parc. Le jardin est en partie fermé au public et sert de parking aux véhicules et à l'artillerie allemande. Pour être précis, un jardin allemand est installé depuis 1941 dans une partie du Luxembourg, située dans l'axe de la façade du palais, allant jusqu'au bassin et aux allées latérales, et bien entendu interdit à la population. Au printemps 1943, un grand local à pommes de terre a aussi été construit près du pavillon Guilmer. Toutefois, le jardin continue de participer à des expositions horticoles
et le jardin fruitier continue d'être cultivé pour l'enseignement et pour maintenir ses collections. Et bien sûr, sa production a diminué en raison du manque de main-d'œuvre, d'engrais et du maraudage. Dans le reste du jardin, le Sénat a mis à disposition 4300 mètres de terrain transformés en potager, sous le régime des cultures collectives d'entreprise. Cette surface est entretenue par le personnel du Jardin du Luxembourg en dehors de leurs heures de travail rémunérées, et les récoltes sont destinées à la cantine et au personnel du jardin. Des distributions gratuites sont, paraît-il, occasionnellement organisées pour le personnel du Sénat, et ces potagers sont accessibles au grand public le samedi après-midi. Des concerts militaires allemands ont également lieu dans le jardin. Nous nous baladons dans la partie accessible à la population, au hasard des allées, et nous avons encore de quoi faire. Nous restons un moment assis sur un banc, blottis l'un contre l'autre, à regarder les allées et venues, les mamans ou les nourrices promenant les enfants. Alors que nous passons devant un manège, Emma m'entraîne par la main, insistant pour en faire un tour. Elle se hisse sur un cheval pendant que je grimpe sur celui qui se trouve juste à côté d'elle et que j'entrelace mes doigts avec les siens. Elle rayonne d'une joie enfantine quand le manège démarre et que les chevaux montent et descendent au rythme de la musique joyeuse et obsédante. La voir avec des étoiles plein les yeux me remplit d'un bien-être fabuleux, et je serre ses doigts un peu plus. Pour elle, j'irais au bout du monde si elle me le demandait. Quand nous redescendons un peu étourdis, un photographe est en train de prendre des clichés des couples, des mères de famille avec leurs enfants, de ces derniers sur le manège. « Nous n'avons même pas de photos de nous deux », s'exclame Emma. Ces mots ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Le photographe se rapproche de nous. « Je peux réparer ça, mademoiselle, si vous le souhaitez. Et vous aussi, monsieur. J'en ai déjà pris quelques-unes de vous deux, car vous formez un très beau couple. Les photos seront prêtes dès lundi en début d'après-midi. » Nous acquiesçons, heureux de nous offrir ces souvenirs. Le professionnel prend plusieurs autres clichés et nous remet sa carte avec son adresse. J'entraîne ensuite mon Emma en direction de l'Odéon, où nous déjeunons comme prévu dans une brasserie d'une choucroute avec un pinot gris de Moselle. Bien qu'étonnée par l'acidité de cette spécialité, elle avoue aimer, ce qui me réjouit car j'attendais son verdict. Elle s'en est rendue compte et a ri de bon cœur à ma joie de l'avoir aimé quelque chose de mon pays. Nous avons trinqué, les yeux dans les yeux. Un autre couple franco-allemand déjeunait non loin de nous, à la différence que lui était en uniforme. J'ai vu Emma changer de tête en entendant les commentaires offensants faits par nos voisins de table qui reluquaient la jeune femme avec dédain. Je l'ai vue jeter un regard désolé vers la jeune femme visée. « J'ai du mal à supporter ces regards de haine, me dit-elle tout bas. Elle ne fait de mal à personne. J'en apprécie d'autant ton attitude et les risques que tu prends pour moi. Je me rends compte quand tu es mal à l'aise, avouai-je. Ta main se crispe dans la mienne. Ton regard change par moments comme si tu n'étais plus là. » Nous nous offrons une promenade digestive jusqu'à la Tour Eiffel. Sur le chemin du retour, à quelques encablures de l'hôtel, Emma nous fait faire un petit détour par le quartier de la Sorbonne, le lycée Louis-le-Grand, puis nous montons en haut de la montagne Sainte-Geneviève, où se trouve le Panthéon. Notre promenade s'achève par l'église Saint-Étienne-du-Mont. Elle me traîne à l'intérieur. « Viens, j'ai quelque chose à te montrer, ce ne sera pas long. » Je la suis à l'intérieur de l'édifice, jusqu'au jubé avec sa balustrade formée d'entrelacs de dentelle de pierre et ses deux escaliers à vis jumeaux, jouxtés chacun par une porte latérale de style Renaissance. Ce jubé est le dernier à Paris. On dirait un pont de pierre au-dessus du cœur, dit-elle, sa main dans la mienne. Mais cette église abrite aussi la châsse de Sainte-Geneviève et les restes d'un auteur que tu es obligé de connaître. Elle m'amène jusqu'à un pilier où se trouve un mémorial. Je peux y lire que les restes de Racine se trouvent au pied du pilier. En fait, ce sont ses cendres qui sont ici, précise-t-elle. Quand Port-Royal a été détruit, son corps a été déterré et jeté aux chiens, le tout sur ordre de Louis XIV, et les restes ont été brûlés. Il y a un autre personnage célèbre inhumé ici, près d'un autre pilier, Blaise Pascal. Mais dis-moi, Schatz, tu sembles bien connaître ce quartier. Normal, chérie. Mon frère Antoine était étudiant en droit à la Sorbonne, et il vivait dans le quartier latin. Je suis venue quelquefois le voir avec mes parents.
avant la guerre, quand il était en première année. Son regard s'assombrit un instant. Je sais qu'elle pense à ce grand frère parti rejoindre De Gaulle en Angleterre. Puis elle se secoue et reprend ma main pour sortir de l'édifice religieux et rentrer à l'hôtel. Emma préfère que nous y restions jusqu'à l'heure du dîner, profitant l'un de l'autre tant que nous le pouvons encore. Chaque moment semblait précieux. À peine avons-nous posé un pied dans la chambre que ma fiancée m'étreint amoureusement. Je la soulève pour la porter sur le lit et l'étouffer sous mes baisers. Elle me débarrasse de mes vêtements, pressée de sentir la chaleur de ma peau sous ses doigts. Elle aiguillonne mon désir et ses caresses m'affolent. Je déboutonne fébrilement son cardigan, puis sa robe, tandis que mes lèvres s'emparent de ses seins. Je la sens offerte, abandonnée. Nous nous laissons submerger par le plaisir. Enchevêtrés, nous restons un moment assoupis dans le lit défait. Je me lève pour faire couler un bain pour nous deux, et nous succombons de nouveau dans la baignoire. Je vois bien qu'Emma n'est pas très enthousiasmée par le dîner dont l'heure approche. Je revais rapidement mon uniforme, et elle se résout à se vêtir à son tour pour la circonstance. Son tailleur noir, composé d'une veste à basque qui masque le léger renflement de son ventre, et une jupe droite lui sied à ravir, comme tout ce qu'elle porte en général. Elle a ensuite enfilé les mêmes chaussures, le même manteau et le même chapeau que la veille au soir sur ses cheveux clairs, coiffés de la même manière. Très éloignée des nombreuses Parisiennes trop fardées qu'on peut croiser. Elle ne porte qu'un soupçon de mascara et de rouge à lèvres. Le restaurant dans lequel nous avons rendez-vous avec Reinhardt, la Pérouse, situé quai des Grands Augustins, n'est qu'à un quart d'heure à pied de notre hôtel. Je sens ma fiancée crispée à mon bras. Ne t'inquiète pas, mein Liebling, il ne sera aucunement question de politique. J'ai fait la leçon à Reinhardt. En revanche, vous pourrez toujours parler des soins aux malades, puisqu'il est médecin. Ou mieux, tu pourras essayer de tout savoir sur moi. Il se fera une joie de te révéler des anecdotes. Elle respire un grand coup avant de réagir. Merci de me souffler cette idée, Friedrich. Je n'y aurais pas pensé. Je suis très tendue à l'idée de me retrouver face à un officier SS. Fût-il ton ami? Tout ira bien, lui murmurai-je à l'oreille. Mon ami d'enfance est déjà arrivé lorsque nous pénétrons dans l'établissement, et vient au-devant de nous. Tout sourire, il me gratifie d'une accolade. Mon vieux pote, je suis vraiment content de te voir, me dit-il dans notre langue. Puis il se reprend et jette un œil vers Emma, qui est restée à nous observer nous étreindre avec un léger sourire. J'ai bien remarqué son regard face à l'uniforme de mon ami. La tête de mort sur sa casquette et le double rune sur son col ne lui ont pas échappé, et elle a tressailli imperceptiblement. Reinhardt reste une fraction de seconde bouche bée, avant de reprendre la parole dans un excellent français, mais il garde toujours un accent germanique marqué. « Veuillez m'excuser, mademoiselle. Je manque à tous mes devoirs. Obersturmführer Reinhard Siebert. Enchanté de faire la connaissance de celle qui a séduit mon meilleur ami, se présente-t-il la main tendue. Mais appelez-moi Reinhardt, ce sera plus simple. D'accord, Reinhardt. Friedrich m'a aussi beaucoup parlé de vous, répond-elle avec un sourire un peu contraint en prenant la main qu'il lui tend. Emma Contville. Mais appelez-moi Emma. Quant à avoir séduit Friedrich, l'inverse est tout aussi vrai. Je repère l'œil appréciateur de mon ami d'enfance, bien qu'il ait été fugitif. Mais la dernière phrase de l'amour de ma vie est accompagnée d'un regard vers moi qui révèle ce qu'elle ressent pour moi. Reinhardt l'a vu aussi et se rembrunit brièvement. Emma se débarrasse de son manteau, de ses gants et son chapeau avant de s'asseoir. Elle se retrouve assise face à un officier SS très bavard et curieux, qui commence très vite à lui poser des questions. D'où vient-elle? Que font ses parents? Quel métier exerce-t-elle? Il est ravi d'apprendre qu'elle est infirmière. Entre-temps, nous avons passé commande. Je sens qu'Emma s'est un peu détendue face à un Reinhardt qui en fait des tonnes. Pour un peu, je serais jaloux si je n'avais pas une confiance inébranlable en Emma. Car mon amie plaît en général beaucoup aux femmes et peu lui résiste. Enfin, c'était le cas en Allemagne, où ses cheveux châtains, ses yeux verts et sa silhouette sportive faisaient des ravages. Ma fiancée est en tout cas suffisamment à l'aise pour s'enhardir et l'interrompre dans ses questions, avec un petit sourire en coin.
Seriez-vous en train de me faire subir un interrogatoire, Obersturmführer? Absolument pas, jeune demoiselle. Je veux juste savoir si vous méritez mon meilleur ami. D'ailleurs, comment as-tu connu Emma? Poursuit-il en se tournant vers moi et continuant à ingurgiter le contenu de son assiette. Je lance un regard interrogateur vers Emma, qui semble en comprendre les raisons. Vas-y, mon amour. De toute façon, je suis certaine que tu le feras dès que j'aurai le dos tourné. Je relate donc comment nous avons fait connaissance, un après-midi de printemps au bord d'une rivière, et comment nous nous sommes revus quelques jours plus tard à Rouen, pour ne plus nous quitter. Si je comprends bien, tu as vu Emma à moitié nue dès les premiers instants, s'exclame Reinhard hilar. Un moyen sûr de ne pas être trompé sur la marchandise. Soudain, je vois Emma se lever. Veuillez m'excuser, messieurs, je vous abandonne quelques instants, annonce-t-elle devant mon air inquiet. D'ailleurs, je pense que vous serez plus à l'aise pour poursuivre cette conversation entre hommes, étant donné la tournure salace qu'elle prend. Mais je n'en ai pas pour très longtemps. Après, c'est moi qui pose des questions, Reinhard, ajoute-t-elle avant de s'éloigner, suivie par nos deux regards admiratifs. Mon ami se tourne de nouveau vers moi, avec un large sourire, et nous poursuivons la conversation en allemand. Dis-moi, Friedrich, tu ne m'avais pas dit qu'elle était aussi splendide. Tu as tiré le gros lot, mon vieux. Et je ne te demande pas comment ça se passe au lit. De toute façon, je ne te le dirai pas, Reinhard. Il me connaît bien. Les filles sont notre sujet de conversation, de prédilection et de compétition amicale depuis nos 18 ans, nous vantant de nos exploits. Il éclate de rire, il s'y attendait. J'ai suffisamment entendu parler de tes performances par celles que tu avais sautées avant moi. En tout cas, ça se passe suffisamment bien pour que tu aies oublié toute prudence et qu'elle se retrouve enceinte de tes œuvres. Et vu votre physique à tous les deux, l'enfant devrait être magnifique. Tu as bien travaillé pour le Führer, bien que ce soit à ton corps défendant. En effet, tu sais très bien que je n'en ai rien à foutre du Führer, rétorquai-je sèchement. Tu as pourtant proposé qu'elle aille accoucher dans un Lebensborn, insiste-t-il. Oui, car je veux qu'elle soit en sécurité. Je ne te demande pas les détails, Friedrich, mais tu as de la chance qu'elle soit déjà enceinte de toi. Je ne suis pas certain que tu connaisses les objectifs réels de ces établissements. Un moment surpris, par son air devenu sérieux, l'inquiétude me serre la gorge. Tu vas me l'apprendre, j'imagine? À ma connaissance, celui de la Morlaix n'accueille que des femmes déjà enceintes. Mais ce n'est pas le cas de tous les Lebensborn. Certes, tous accueillent des femmes enceintes d'hommes de race aryenne et aryenne elles-mêmes. Mais les filles qui sont recrutées pour y travailler, comme infirmières ou à d'autres postes, sont sélectionnées selon des critères très précis. Et des soirées sont organisées pour qu'elles rencontrent des officiers, le plus souvent de la SS et quelquefois de la Wehrmacht. L'objectif est la reproduction pure et simple. Les filles sont quelquefois volontaires, mais pas toujours. Quelques semaines après leur accouchement, elles ont le choix. Soit elles partent en Allemagne avec l'enfant, soit elles abandonnent leur progéniture au Reich. En revanche, les mères ne choisissent pas le prénom de leur enfant. Celui-ci est attribué lors de la bénédiction du nom, un rite SS. J'écoute mon ami, estomaqué. Reinhard, tu es en train de me dire qu'il s'agit de haras humains où des étalons nazis viennent saillir des pouliches sélectionnées? Je n'aurais pas dit ça sous cette forme, mais en effet. L'objectif est d'obtenir les meilleurs poulains possibles et de pure race, destinés à être éduqués pour en faire l'élite du Reich. Du moins pour les garçons. C'est pour ça que je te dis que tu as de la chance qu'Emma soit déjà enceinte de toi. Et je le répète, celui de la Morlaix qui vient d'ouvrir ne rentre pas dans ce cadre. Les Françaises, jusque-là, n'étaient pas considérées racialement dignes d'intérêt, aussi aryennes que nos femmes allemandes ou les norvégiennes. Mais ton Emma entre totalement dans les critères d'une bonne reproductrice, qui donnerait de beaux enfants au Führer. Nous ne souhaitons pas lui donner notre enfant. C'est le nôtre, et nous comptons bien l'élever ensemble, moi et Emma. Mon visage doit être suffisamment expressif. Manifestement, tu es vraiment entiché de cette fille. Je voulais juste que tu saches où tu mets les pieds, Friedrich. Et j'en parle en connaissance de cause, car j'ai moi-même un enfant issu d'une de ces rencontres.
Je n'ai vu la mère que 2 fois, pour coucher avec elle et ensuite avec notre fils au moment de la cérémonie du nom. Elle ne l'a pas gardé. Il a été adopté par une famille membre du parti. C'était un Ordrar. Le Lebensborn s'appelle Schwarzwald. À cet instant, je me demande si l'idée d'amener Emma dans cette maternité est la bonne option. Malheureusement, nous en avons peu. Si les membres de son réseau parlent, elle est condamnée d'avance, au moins à la déportation, dans un de ces sinistres camps. Je ne lui dirai rien de ce que je viens d'apprendre. Je dois réfléchir à un plan pour la sortir de là, avec notre enfant dès que ce sera possible. Nous changeons de sujet en voyant revenir Emma. Comme elle se l'était promis, elle pose des questions à son tour. Reinhard se plie volontiers à l'exercice. Réjoui de lui offrir les anecdotes les plus croustillantes de notre enfance, de notre adolescence et de nos premières virées d'adultes. Mais rassurez-vous, Emma, si j'ai réussi à le dévergonder un peu, Friedrich reste un éternel romantique, ajoute-t-il avec un petit rire moqueur qui m'est destiné. Il préfère nettement ses bouquins, randonner ou skier dans sa chère montagne, que collectionner les filles comme moi. Malgré cela, elles sont en général toutes folles de lui. En parlant de filles, ça vous dit d'aller au Lido ou ailleurs? Vous savez le choix entre Paris en fleurs au Lido, la revue Pour toi Paris au Casino de Paris avec Maurice Chevalier, Amour des lycéorgues au bal Tabarin, ou bien vous savez aussi Georges Quettari qui chante à l'Alhambra. À moins que vous ne préfériez le cinéma. Il y a Pierre et Jean qui passent au Biarritz, Premier de cordée au Marivaux Marbeuf pour toi, Friedrich, qui aime la montagne. Et si vous voulez danser, je vous recommande le Robinson Moulin Rouge. Je me tourne vers Emma. En ce qui me concerne, tout ce que je veux, c'est profiter avec elle de ces derniers moments ensemble. Tout ce que je veux, c'est passer le plus de temps possible entre tes bras, me susurre-t-elle à l'oreille, confirmant ce que je pense moi-même. Alors pourquoi pas aller danser? D'accord, mais ne rentrons pas trop tard. Nous nous décidons pour le Robinson Moulin Rouge, où Reinhard nous emmène en voiture. S'il danse un peu avec Emma, c'est entre mes bras qu'elle reste la plupart du temps, enchaînant valse, tango et boléro, jusqu'à ce qu'elle demande grâce vers 23 heures.